Bonjour Jessica. Merci d'avoir accepté de participer à cette interview. Je suis très contente. Toi et moi, on se connaît depuis des années, depuis nos années étudiantes. Et 2003. donc, ça fait quand même plus de 20 ans maintenant. Ah oui, en Et fait, ouais. oui, et je trouve que tu as un parcours qui est très inspirant. Tu es une personne inspirante. Je ne vais pas parler de tout ce que tu as fait Merci. ici, mais il y a des sujets que tu connais que je pourrais parler à la fin et tu me diras si je les garde ou pas dans la vidéo. Et, D'accord. euh, et je pense que tu es quelqu'un aussi qui s'est donné beaucoup de conseils et qui veut aussi du bien pour les autres. Et donc, pour moi, c'était aussi important d'avoir ce type de personnes et ce type de parcours dans ce podcast Tico pour inspirer nos jeunes frères et sœurs africains. Donc, je Merci. vais commencer par dire, Jessica, présente-toi, qui es-tu? Ok, bah déjà, merci pour les mots, c'est gentil. Écoute, je suis Jessica Maïdina, j'ai 38 ans, ingénieure de formation, mais aujourd'hui, j'occupe le poste de directeur des achats chez Simancam, qui est la filiale camerounaise de Holcim. Sur le plan perso, je suis mariée, mère de trois enfants. Je vis à Douala au Cameroun. Donc voilà un peu en bref. Je suis rentrée m'installer au Cameroun en 2013 après avoir passé 10 ans en France où j'ai fait mes études. D'accord. On reviendra un peu plus tard justement sur ce choix du retour et de comment ça s'est passé. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta fonction actuelle chez Simancam? Oui, alors comme je disais, je suis directeur des achats. C'est vrai que quand on pense achat, généralement, on se dit l'aspect administratif de la chose, donc lancer des appels d'offres, négocier, etc. Mais ça va un peu plus loin aujourd'hui. On essaye d'apporter un peu plus de valeur aux entreprises. Donc, il y a un aspect stratégique, il y a un aspect performance à côté de l'aspect opérationnel. Donc, en tant que directeur des achats, disons, que je suis responsable de l'élaboration de la stratégie et de la mise en œuvre de celle-là dans un objectif d'optimisation des coûts, d'optimisation opérationnelle, et puis accompagner nos utilisateurs internes vers des solutions qui sont plus efficaces, plus optimales dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc, c'est une fonction qui est très challengeante parce on est au centre de tout, on doit pouvoir gérer tous nos stakeholders, répondre à leurs besoins, essayer de garder du recul pour rester dans la vision globale et éviter d'être enterré dans le day-to-day. En tant que directeur des achats, voilà, c'est un peu ça. C'est pouvoir manager des équipes opérationnelles qui gèrent des besoins au day-to-day, mais en gardant une certaine vision en hauteur, de savoir stratégiquement qu'est-ce que ça fait par rapport aux contraintes auxquelles l'entreprise fait face aujourd'hui, comment est-ce qu'on gère nos achats stratégiques, quelles sont les décisions qu'on prend par rapport à ça, comment on optimise, comment on économise. Voilà un peu en gros. Surtout qu'on est dans un secteur assez challengeant, la cimenterie. Je l'ai dit, je suis chez Cimencam et au Cameroun aujourd'hui, on est leader du marché, mais avec un deuxième qui talonne et plusieurs cimenteries qui s'installent. Donc, en termes de gestion des parts de marché, c'est complexe et par ricochet, on doit faire attention à nos coûts pour préserver nos marges. Voilà, c'est passionnant. Je pourrais en parler là pendant 2 heures. Si tu as des questions plus spécifiques sur ce que c'est qu'un directeur des achats et ce que je fais au jour le jour, on pourra en reparler. Mais voilà, globalement, j'espère que c'est un peu ça, assez clair ce que je dis sur mon travail de tous les jours, quoi. C'est assez clair. Et du coup, est-ce que les études que tu as faites te prédestinaient à faire ça ou est-ce que tu as dévié au cours de ta carrière? Alors, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je suis ingénieure de formation, donc diplômée de l'École centrale de Lyon, ingénieure de production et spécialisée sur les énergies, donc tout ce qui est énergie renouvelable, etc. Mais en sortant d'école, je voulais faire du conseil, je voulais faire de la stratégie. Voilà, à l'époque, ça avait l'air sympa. Je me disais, ouais, en faisant du conseil, je vais pouvoir changer d'environnement tout le temps, pas rester exactement dans la même boîte, parce que déjà à l'époque, je savais que je n'étais pas un arbre et que je rechercherais perpétuellement du changement. Donc, je m'orientais vers le conseil et j'ai atterri dans un cabinet de conseil en management, Atos à l'époque, sur la practice procurement. C'est un peu un hasard, parce que mon stage de fin d'études, je l'ai fait chez Capgemini sur du conseil en procurement et Atos m'a recruté en procurement. Donc, c'est un peu comme ça que j'arrive au niveau des achats
côté conseil, un peu par la force des propositions que j'ai eues sur le coup. Mais après, je me suis rendu compte que c'était quand même très intéressant. Parce que quand on est aux achats, en fait, on a la vision à 360 degrés sur l'entreprise. On sait exactement, en gros, on gère le panier de dépenses. On sait exactement qu'est-ce qu'on achète, quelles sont nos grosses poches de dépenses. Et tout de suite, quand on parle d'optimisation ou d'amélioration des résultats, on est souvent les premiers à être regardés parce que c'est nous qui avons un impact direct dessus. Donc, j'ai commencé à travailler dans le conseil en procurement en France. Ensuite, j'ai voulu rentrer au Cameroun, parce que ça aussi, c'était un de mes objectifs dès le départ. Hein. Je veux dire, en partant du Cameroun après le bac, je savais que je voulais revenir. C'est quelque chose qui n'a jamais fait l'objet d'une quelconque discussion. Ou... Enfin, pour moi, c'était une évidence. Donc, j'ai voulu revenir. Sauf que il n'y avait pas d'opportunité dans le domaine du procurement au Cameroun. Du coup, je suis repartie vers ma formation de base. Je suis revenue en industrie en tant qu'ingénieur de production et maintenance. J'étais dans le groupe Alucam, donc chez Alubassa. Et là, malgré le fait que je sois plus orientée sur la technique, sur la production, sur la gestion des équipes, le procurement est revenu parce que, en tant que responsable de production et maintenance, je devais gérer tous mes approvisionnements en matières premières. Ce qui fait qu'au bout de 8 ans d'expérience professionnelle, j'avais déjà une des caractéristiques un peu bicéphales là, quelqu'un qui maîtrise bien les achats, mais qui en même temps maîtrise l'opérationnel. Ce qui fait que l'expérience professionnelle qui a suivi chez Tradex, c'est en tant que directeur des affaires générales, j'étais à la fois sur la maintenance et sur les achats. Donc, j'ai fusionné mes deux expériences précédentes et c'est un peu dans cette continuité que je suis là chez Simancam, où cette fois, je suis revenue purement sur le procurement, mais avec une très forte ascendance de tout ce qui est achat technique. Parce que qui dit cimenterie dit usine, achat industriel, pouvoir gérer les approvisionnements de pièces de rechange, se rassurer que tout arrive à temps pour les arrêts, gérer les budgets et autres. Donc, dire qu'au départ, je me prédestinais à ça, non. Disons que c'était la chance, enfin, l'opportunité du débutant qui après s'est avérée être une vraie chance parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant, passionnant et puis j'ai décidé de continuer là-dedans. D'accord. Voilà. D'accord. Bah déjà, ouais, des débuts très dynamiques. Et tu disais justement que ton ambition dès le début, c'était de revenir au Cameroun. Est-ce que je peux savoir pourquoi il y avait cette ambition-là et ensuite comment tu t'y es prise pour pouvoir revenir? Parce qu'on sait tous que rentrer, c'est pas forcément, c'est pas en claquant des doigts que ça se fait. C'est clair, c'est très clair. Bon, j'ai envie de dire que j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de personnes engagées autour de moi. J'ai une tante en particulier qui faisait beaucoup de politique quand j'étais toute petite. Donc, très vite, il y a cet aspect s'intégrer dans la vie du pays, faire de la politique, voilà, qui, qui me marquait. Donc, quand je suis arrivée au niveau de l'adolescence, 16-17 ans, j'étais considérée un peu comme une réactionnaire par mes camarades de classe, voilà, journaliste qui va faire des articles, la polémique et autres. Et au moment où j'ai mon bac, pour moi, c'était très clair qu'il fallait revenir pour mettre la main à la pâte, apporter ma pierre à l'édifice. Et je me rappelle aussi quand j'étais en quatrième ou en troisième, on a étudié le Japon et on nous a parlé de l'ère Meiji, où en fait, un des axes de développement, c'était d'envoyer les jeunes à l'extérieur et de les rapatrier une fois qu'ils ont ils ont eu un certain nombre de compétences pour développer le pays. Donc, je pense que je suis patriote depuis très petite et que ça m'a poursuivi. Donc, quand je partais, je savais que j'allais rentrer. Pour moi, c'était clair, net, c'était pas, comme je l'ai dit au début, ça n'a pas fait l'objet d'une quelconque discussion ou d'une hésitation. Quand j'ai fini mes études, je me suis dit, bah, je travaille quelques années juste pour voir un peu comment ça se passe ici. Et puis, dès que j'ai l'occasion, je rentre. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai eu 3 années d'expérience professionnelle. Et puis, je me suis dit, bon, voilà, c'est maintenant ou jamais. C'était assez intuitif, on va dire comme ça. Il n'y a pas eu d'éléments déclencheurs externes ou particuliers. C'était un plan qui était en place dès le départ et j'ai juste suivi. Donc, au bout de 3 ans en France, quand j'ai estimé qu'il était temps que je rentre, j'ai commencé à chercher du travail. J'ai eu quelques entretiens qui ont presque abouti, mais à la dernière minute, bah, ça ne marchait pas. Et c'est là qu'une des réalités malheureuses du retour au Cameroun m'a frappée, c'est qu'en fait, quand tu veux rentrer, c'est 90%, voire 95% de réseau.
et 5% de compétences. Donc, quand j'ai vu au bout de 6 7 mois que les opportunités que j'arrivais même à creuser n'arrivaient pas jusqu'au bout. Et généralement, c'était à cause de ces problèmes de bah, qui a amené le CV, qui est en train de chapeauter. Là, j'ai fait appel à des réseaux, en fait. J'ai vu dans les connaissances de mes parents et tout, qui c'est qui pouvait m'aider à placer mon CV au bon endroit. Donc, c'est un peu ça. Euh, je suis entrée en contact avec une personne qui était chez Alucam via ma famille, qui a trouvé le profil intéressant, le CV intéressant et avec qui j'ai eu un entretien même à Paris. Et c'est grâce à cette personne qui aujourd'hui est décédée que je suis revenue au Cameroun. Voilà. Non, c'est une réalité, effectivement. Et moi, je te suis, bon, on se connaît depuis longtemps. Je pense qu'on est rentré à peu près la même année ou à quelques mois d'écart. Parce que moi aussi, bon, Ouais. moi, pour le coup, j'ai plutôt vécu quand même longtemps en France. Et après, mes études, j'ai aussi fait 3 ans comme toi d'expérience. Et j'ai voulu Mhm. rentrer. Et c'est vrai qu'au début, je voulais rentrer au Cameroun. Parce que pour moi, c'était évident de rentrer chez Ouais. moi. Mais Dieu a fait que je découvre qu'il y a d'autres pays, d'autres pays d'Afrique. Et j'ai été détournée pour aller ailleurs. Mais c'est vrai que même le ailleurs, c'était aussi par mon réseau, en fait, quelqu'un avec qui j'avais travaillé auparavant, qui a appris que je passais des entretiens et qui a dit, ah mais non, mais arrête tout, faut que tu viennes dans l'entreprise où je suis. Et après, les autres postes, même par la suite que j'ai pu avoir, c'est toujours par mon réseau parce que j'envoie juste le CV dans le réseau. Et après, bon, quand on a déjà de l'expérience, c'est plus facile pour que ton CV atterrisse sur les bonnes tables. Donc, je comprends complètement ce que tu disais, c'est une réalité du retour au continent. Les postes sont pas forcément Ouais, évidents. Mm. malheureusement. Comment s'est passé ton retour? C'est-à-dire, donc tu as fait, je crois, quoi, 8 ans en France, 8 ou 9 ans entre le temps des études plus le temps de travail. Non, Euh, 10 ans. 10 ans en fait, parce que pendant les études, j'ai fait une année de césure, donc j'ai fait une année de stage. Donc mon diplôme d'ingénieur, je l'ai eu en 4 ans au lieu de 3, parce que j'ai rajouté d'accord. une expérience professionnelle au milieu. Donc non, en tout, j'ai fait 10 ans en France. Je suis arrivée le 1er septembre 2003 et je me suis barrée le 6 septembre 2013. Voilà, 13. j'ai D'accord. exactement les dates, j'ai fait 10 ans pile. Donc comment le retour s'est passé c'était un choc quand même. Qu'on a l'habitude, quand on est à l'étranger, de vivre seul, de vivre suivant ses règles, dans son petit cocon, avec les paramètres qu'on se fixe, on a sa petite routine. Et quand on rentre au Cameroun, bah, tout est chamboulé. Déjà, il y a 1 milliard de personnes autour de soi qui estiment qu'elles vont donner leur avis sur ce que vous faites, comment vous le faites, quand vous le faites. Après, il y a un choc culturel aussi, les habitudes. J'ai mis 3 mois avant de commencer à conduire au Cameroun et sur les 3 premiers mois de conduite, j'ai fait 2 accidents. Donc c'est pour dire que c'était assez chaotique. Et puis en entreprise, là aussi, petit choc culturel. Je partais du conseil, donc très bureaucrate, corporate, pour revenir en industrie, porter le bleu tous les jours, manager une équipe de 90 personnes, 90 ouvriers. Je suis la plus jeune, je suis la seule femme et je suis leur chef. Donc, c'était très, très challengeant à ce moment-là. Il fallait ajuster d'abord mon tempérament même, parce que j'ai toujours été quelqu'un de très direct, de très, voilà, bout en train. Je fonce, je rentre, je fais du rentre dedans, je fonce dans les gens. Et là, il fallait que je prenne un peu de recul en me disant, OK, j'analyse mes paramètres, dans quel environnement je suis maintenant, comment est-ce qu'il faut les manager, comment est-ce qu'il faut gérer le fait que bah, je suis une femme et que je suis en train de diriger une équipe de grands gaillards, de grands messieurs dont certains vont m'appeler ma fille parce que j'ai effectivement l'âge, voire moins, de leur fille. Donc, pour être vraiment précis sur ces points-là, ce qui choque quand on rentre au Cameroun, d'abord, c'est la sensation de chaos permanent à l'extérieur par rapport à d'autres pays. Quand on est dans la circulation, quand on va dans les marchés, quand on va dans les magasins, quand on a même des démarches administratives à faire, il faut pouvoir prendre sur soi, vraiment respirer un bon coup et comprendre qu'on n'est plus dans un pays où tout est structuré, tout est clair. C'est malheureux à dire comme ça, mais c'est une réalité et il faut pouvoir s'y adapter. Et les premiers mois, c'est très difficile. Et je sais que beaucoup ont eu envie de faire demi-tour justement à cause de ces premiers mois-là où on a l'impression que les choses les plus basiques même, il faut faire des efforts de fou pour les avoir. Au niveau des mentalités des personnes aussi,
Quand on a vécu longtemps à l'étranger avec des choses structurées, calées, on arrive, on peut être choqué. Je peux prendre un exemple très simple. La gestion même du personnel de maison, c'est un véritable challenge parce qu'on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il faut que j'explique le basique? Pourquoi est-ce qu'il faut que je sois tout le temps en train de surveiller quelqu'un dont c'est le travail? Pourquoi? Donc, c'est un choc en général, mais il faut savoir que c'est comme ça et dès le départ, il faut se dire que on ne va pas radicalement changer le comportement, les attitudes des personnes. Il faut pouvoir les accompagner vers le changement et pour ça, il faut pouvoir mettre de l'eau dans son vin et faire preuve de beaucoup de tact. Aujourd'hui, après 10 ans, je pense que j'ai parcouru un bon chemin. J'ai réussi à repérer des employés que j'ai pu garder pendant très longtemps. J'ai réussi à me faire une certaine réputation dans le milieu professionnel, y compris avec des personnes au départ qui étaient très différentes de moi et avec qui je pensais que je ne m'entendrais jamais. Donc c'est beaucoup de flexibilité, beaucoup de patience et comprendre que bah, les choses ne seront jamais très claires, très cadrées. Voilà, c'est pas la France, quoi. C'est le Cameroun. Voilà. Et donc, sur ton poste sur lequel tu es rentré en tant que responsable de production dont tu as parlé tout à l'heure, et où tu avais, si j'ai bien noté, 90 personnes, donc 90 hommes qui étaient sous toi, euh, comment cette expérience s'est passée et qu'est-ce qui a fait quelles sont les qualités que ce poste t'a donné pour te permettre, du coup, de passer au poste d'après, qui est un poste de directeur, en fait? Oui. Alors, moi, j'estime que je suis très chanceuse parce que chacune de mes expériences était extrêmement enrichissante. Donc, il n'y a pas une seule expérience dans mon CV où je me dis, j'aurais jamais fait ça ou j'ai perdu du temps et autres. Chez Alucam, parce que chez Alucam, donc Alubassa, euh, c'était une unité de production d'ustensiles de ménage. Donc, on avait 3 ateliers, comme je disais, avec 90 personnes en tout. Et en tant que responsable de production maintenant, il fallait coordonner tout ça. Première chose, le management des hommes. Parce que sur mon précédent poste, j'étais à du conseil. Donc, j'étais en junior, consultante, simple, personne à manager. Et là, tout d'un coup, 90 personnes à manager. Donc, déjà, il faut apprendre à planifier, il faut apprendre à ordonnancer, il faut apprendre à regarder l'aspect développement des compétences, les évaluations, faire beaucoup de psychologie aussi, parce que c'est ça. Quand on est chef, on est chef, on est le psychologue de tout le monde. Dès que quelqu'un a un problème, c'est chez toi qui vient s'asseoir. Que ce soit personnel, que ce soit professionnel, tu fais partie de la solution. Donc, ce que j'ai appris chez Alucam déjà, ce que j'ai développé, puis développé chez Alucam, c'était d'abord ça, pouvoir gérer mes ressources et arriver à les mettre en ordre de bataille, m'assurer que l'état d'esprit est bien aligné avec les objectifs qu'on est en train de nous fixer et puis me rassurer que voilà, les gens sont épanouis à leur poste parce que pour pouvoir donner du meilleur d'eux-mêmes, il faut qu'ils soient épanouis. Ça, c'est la principale chose que j'ai apprise là-bas. La deuxième chose, c'est encore une opportunité qui s'est offerte à moi. Au moment où j'arrive, on décide de faire la transition vers le lead management. À l'UCAM, au niveau de l'usine à EDA, ils étaient déjà très avancés. À l'UBASA, il fallait déployer. Donc, en tant qu'ingénieur responsable de production, j'étais vraiment le relais dessus, ce qui a fait que je reçoive une formation spécifique Greenbelt sur le lean management et que je me mette à déployer tout ce qui est amélioration continue, 5S, Kaizen et tout ça au sein de l'usine. Alors, c'était aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, je pense qu'une bonne partie de mes méthodes de travail, que ce soit sur les aspects organisationnels ou même en gestion de projet, proviennent de là. Je dis 5 ans, 8 ans après, je puise encore énormément de ressources dans ce que j'ai fait chez Alu Bassa au cours de ma première expérience professionnelle. Donc, je mettrai vraiment l'accent dessus. C'est sur ces 2 points-là. Premièrement, lead management et deuxièmement, le management des personnes, des équipes. Mais c'est bien, je sais que dans les entreprises que je peux connaître, qui sont pas forcément dans le secteur industriel, le sujet du lean management, ça va être souvent des grosses boîtes qui sont déjà habituées en fait à tout ce qui va être amélioration des process, qui va être amélioration de continu, recherche de gaspillage, etc. Mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne vont pas vers là, donc c'est super
que Alucam mettait ça déjà en place. Est-ce que dans les autres entreprises où tu as travaillé d'ailleurs, il y avait aussi ces sujets-là qui étaient implémentés? Alors, chez Tradex, non, parce qu'une fois que je suis partie de chez Alubassa, je suis arrivée chez Tradex qui est dans l'oil and gas. Donc, pas du tout, pas du tout. Mais le lean management, c'est pas uniquement sur les aspects industriels, parfois même simplement sur la partie service. Il y a des améliorations Si, qui si, peuvent être si. Moi, je suis dans apportées. les Donc, télécoms et ça fait partie des sujets, hein, côté télécom. Mais ouais, sur les opérateurs où j'ai pu être, il y en a un seul qui est un gros opérateur que tu connais, que je ne citerai pas, qui a des ouais, sujets, ce type de sujet en place avec justement qui certifie certains salariés sur tout ce qui va être green, yellow, black belt, etc. Mais dans d'autres d'accord. entreprises, notamment même celle où je suis aujourd'hui, le sujet n'est pas encore arrivé. C'est dans les stratégies qui vont arriver, mais c'est pas encore le cas. Donc, je suis très contente de voir que, voilà. Alors, chez Tradex, non, c'était pas encore un sujet. J'essayais de le mettre en place à l'échelle de la direction des affaires générales que je gérais, mais sans forcément beaucoup d'accompagnement. C'était pas un sujet, en fait. Par contre, chez Simancam, forcément, Holcim, ça fait partie des, enfin, c'est le day-to-day, hein, tous les jours. Il y a, enfin, que ce soit les directeurs d'usine, les responsables maintenance, il y a des formations régulières qui leur sont données sur ces sujets-là. Donc, tu dis que c'est une opportunité parce que tu disais que tu as une bonne réputation sur ton travail et dans le marché. Et du coup, c'est ça qui a pu permettre que tu quittes Alucam pour aller vers Tradex. Alors oui, je pense que ce qui a intéressé dans mon profil au moment où je veux faire la bascule, parce que c'est après 4 ans et demi, 5 ans, que regardant le contexte d'Alucam, je me suis dit, bon, en fait, ça va être difficile de continuer ici si je veux progresser, évoluer. Parce que ma philosophie, c'est qu'en fait, au bout de 5 ans, généralement, il faut bouger. Soit de façon latérale, donc sur d'autres sujets, soit de façon verticale, idéalement, donc vers un poste à plus de responsabilité, ce qui n'était pas envisageable suivant la configuration de Alubassa à cette époque-là. Donc, il fallait que je parte. J'ai commencé à chercher ailleurs. Je pense que ce qui a intéressé le directeur général de Tradex à l'époque sur mon profil, c'était justement cet aspect bicéphale-là. Ingénieur avec de l'expérience en usine sur de la maintenance et en même temps une expérience préalable au niveau des achats. Ils étaient à la recherche d'un directeur des affaires générales qui allait chapeauter et la maintenance des stations-service et tout ce qui était affaires générales, dont les achats et les moyens généraux. Donc, c'est cet aspect bicéphale-là qui a intéressé le directeur général de Tradex à l'époque, ce qui fait que je les ai rejoints dans un premier temps en tant que simple cadre, et puis au bout de 6 mois, j'ai été nommée aux moyens généraux. Donc, affaires générales, moyens généraux, etc. Euh, Quand je parle de réputation, c'est aussi lié à un autre aspect qui est intrinsèquement corrélé aux achats. Dans notre contexte camerounais, qui dit achat dit énormément de problèmes d'éthique. Je veux dire, je t'apprends rien. Quand tu tournes dans les entreprises, les acheteurs sont supposés être les plus grands, je sais pas quel terme utiliser pour décrire ça, mais disons qu'en termes de rétrocommission, pot au vin, appel d'offres truqués, c'est un vrai match ici au Cameroun. Et Pas dès que le au Cameroun, départ, hein. Pas qu'au Cameroun, oui, les pays que j'ai fait. oui, voilà. Donc, dès le départ, ma ligne de conduite a été zéro tolérance pour ces aspects-là. Donc, je suis assez carré sur tout ce qui est gestion des fournisseurs. Je mets en place, j'essaye de mettre en place des relations transparentes, gagnant-gagnant. L'entreprise gagne, le fournisseur gagne aussi parce que l'objectif, ce n'est pas de l'asphyxier parce qu'on veut baisser les coûts ou alors de négocier avec lui et de revenir récupérer le tiers de sa marge en lui mettant la pression. Donc, j'ai toujours prôné pour une certaine éthique dans le travail. Et je crois qu'aujourd'hui, après 10 ans, ça commence à être clair dans l'esprit de tout le monde que c'est comme ça que je travaille. Et partout où je passe, j'essaye d'impulser cette dynamique-là à mes équipes. Et comme je dis, zéro tolérance. Donc, ça veut dire que s'il y a une action vraiment hors contrôle qui est repérée, c'est sans... Il n'y a pas de discussion, c'est la porte. Parce que sur ces aspects-là, quand on regarde l'état actuel du Cameroun, tant qu'on ne sera pas intransigeant dessus, on ne va pas pouvoir résoudre certains problèmes. Donc, je crois que ça fait partie des qualités qui font qu'aujourd'hui, je pense que j'ai une très bonne relation avec la plupart des fournisseurs avec qui j'ai eu à travailler parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur moi pour eux-mêmes les tirer vers le haut.
Ça ne sert à rien de donner des marchés à quelqu'un alors qu'en réalité, il n'est pas capable de le réaliser. Voilà un peu. D'accord, super. Et est-ce que tu dirais que il y a eu un moment de ta carrière où ça a été difficile de passer d'un step à un autre, c'est-à-dire d'un point de vue prendre des grades en fait? Est-ce qu'il y a eu un moment de ta carrière où il y a eu un step qui a été plus difficile qu'un autre? Honnêtement, non, je suis très chanceuse. J'ai toujours eu la bonne opportunité au bon moment et j'ai pu avancer en fait normalement, enfin normalement, comme je l'ai fait, sans trop de difficultés. Ce qui est dur, c'est maintenant. C'est maintenant parce que je fais face à des problématiques auxquelles j'ai pas forcément été bien préparée. Donc aujourd'hui, je découvre un nouvel environnement encore chez Simancam avec certains challenges à relever. Je crois que j'ai les outils pour le faire. C'est juste que la brutalité du problème à gérer, c'est un problème de management pur, hein, fait que je tâtonne beaucoup dans les approches que je dois avoir sur comment est-ce que je dois amener mon équipe à être vraiment plus performante. C'est aujourd'hui que j'ai un vrai challenge parce qu'en plus, si je veux passer à l'étape d'après, qui est soit de passer à un poste de directeur général ou alors d'avoir ma propre structure, il faut que je réussisse à résoudre ce challenge auquel je fais face aujourd'hui. À savoir, bah, si tu as des équipes low performers, comment est-ce que tu les transformes en high performers sans devoir virer tout le monde, remplacer tout le monde. Donc, pour résumer, non, jusqu'à présent, j'avoue, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de grâce. Euh, Ça s'est plutôt passé sans trop de couacs. Les opportunités se sont présentées au moment où il fallait. Mais c'est maintenant que le vrai challenge commence parce que pour passer à la barre supérieure, il va falloir vraiment prouver que je peux le faire. Alors, je pense que je peux le faire, mais disons que ça va me demander quelques mois encore. Oui. Je te souhaite beaucoup de courage pour ça et je te comprends parce que bon, on est à peu près on a évolué à peu près pareil, on est à peu près dans les mêmes niveaux où on est arrivé sur des postes de directrice. Et effectivement, le next step, c'est DG ou monter sa propre structure. Et c'est Ouais, vrai que l'intérêt aussi de l'entreprise, c'est de voir en fait peut-être tous les cas possibles de choses qui peuvent arriver. c'est Au ça. niveau des équipes, je te comprends. Il y a des jours où sur certains sujets, je peux m'arracher les cheveux sans trop en dire parce que je pense qu'il y a des gens de mon entreprise qui écoutent ce podcast. Mais il y a des jours qui sont plus faciles que d'autres, des jours qui sont moins faciles. Et c'est vrai que j'ai prévu d'ailleurs de faire un podcast spécial sur le management parce que c'est vrai que moi j'étais très advocate de dire il faut être un manager ouvert, faut monter ses équipes, faut être voilà un manager Ouais, positif. moi aussi. Mais je suis arrivée aussi à un niveau où il y a eu un moment où je me suis dit en fait il y a des salariés qui peuvent être qui drainent ton énergie, Non, qui en fait, t'absorbent et qui te disent juste que ouf. c'est exactement ça mon problème aujourd'hui. Moi, alors, je veux avoir foi en l'être humain. Donc, généralement, quand j'arrive avec de nouvelles équipes, je me dis, bah, il faut leur montrer. On ne peut pas exiger de personnes qui n'ont jamais travaillé d'une certaine façon de changer de façon de travailler du jour au lendemain. Donc, il faut faire preuve de beaucoup de philosophie, accompagner, développer, voir les formations et autres. Mais normalement, au bout de 6 mois, un an, il y a des résultats qui doivent quand même être visibles. Et quand au bout de 6 mois, un an, on continue à avoir des problèmes sur des choses quand même assez basiques, de suivi, de relance et autres, là, il faut pouvoir prendre des décisions difficiles. Et c'est un aspect sur lequel moi, je dois encore m'améliorer parce que j'ai du mal à trancher dans le vif. Une fois que je suis à bout complètement, je le fais, mais je n'y arrive pas facilement et dans l'intervalle, je m'épuise. Parce qu'en plus de ça, si les équipes ne sont pas forcément à la hauteur et qu'il faut compenser, bah, c'est fatigant, c'est drainant. C'est drainant. Normalement, un poste de direction, on doit pouvoir garder un œil assez, enfin, vraiment une vision en hauteur, ne pas devoir entrer, faire du micromanagement dans les tâches des uns et des autres, mais parfois, on peut se retrouver avec des équipes qui nous obligent à le faire, à aller dans le détail du détail du détail. Et donc, c'est mon challenge aujourd'hui. Donc, honnêtement, en termes de difficulté, c'est maintenant, comme on dit, c'est maintenant que le vrai match commence. Okay. I feel you, I feel you. Mais bon, j'ai eu la chance de pouvoir avoir cette difficulté plusieurs fois dans ma carrière qui fait que
Même si des fois tu tombes sur des cas exceptionnels de fatigue, mais après, il faut pas qu'on parle que du négatif. Il y a aussi beaucoup de membres d'équipe qui sont Non, super, c'est qui font le formateur et c'est... boulot. Oui, Alors, moi, mon équipe, elle est super, hein. Je ne dis pas qu'elle n'est pas super, oui, c'est bien juste sûr. que le niveau d'exigence qui a été apporté tranche un peu avec les exigences d'avant et que Mhm. le parcours pour arriver au standard qui est exigé aujourd'hui est un peu difficile. Mais en fait, la réalité change en fonction des entreprises. Quand on est en usine, en industrie, avec des ouvriers, donc des tâches répétitives qui ne demandent pas forcément de faire preuve d'innovation et autres, c'est moins compliqué que lorsqu'on arrive à un certain niveau où on demande aux équipes de réfléchir stratégie eux-mêmes, de pouvoir être très optimisés dans leur organisation parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et il faut pouvoir tout gérer en même temps. Je n'ai pas encore eu à avoir cette situation-ci. C'est vrai que là, c'est ma troisième boîte, troisième poste de responsabilité. Les problématiques changent. Les deux premières problématiques étaient plus faciles à gérer parce que l'environnement de la boîte orientait les choses d'une certaine façon. Là, c'est un peu plus challengeant pour moi à titre personnel pour pouvoir arriver où je dois arriver. Non, mais je comprends tes problématiques, mais c'est vrai que ça, moi, pour le coup, comme j'étais plus sur des fonctions qui sont très, réflexion, suivi projet et autres. C'est vrai que j'étais plutôt confrontée à ça beaucoup plus tôt. Mais maintenant, je suis j'ai toujours une entreprise qui était quand même très privée. Et c'est vrai que je suis dans un contexte un peu différent où c'est un mix, un ancien public qui est devenu privé. Et qu'il y a des gens qui sont encore en transformation, d'autres qui ont déjà appris un pas encore d'autres en transformation et où effectivement il y a des niveaux de maturité, de compréhension de ce qu'est des standards internationaux qui sont différents d'une personne à l'autre. Donc, il y a des personnes avec qui ça se passe très bien et ça roule. Il y a d'autres personnes où c'est un peu plus de travail et ça demande beaucoup de patience et de calme. Donc, ça permet de travailler ces soft skills, on va dire ça comme ça, tout mettre en Non, place. clairement. Clairement. En fait, c'est vrai que nous, c'est pas un contexte de, aujourd'hui, c'est pas un contexte de passage de public à privé, mais tu parles du leader incontesté du marché il y a quelques années qui était seul. Et il s'est retrouvé avec des compétiteurs qui rentrent et qui grignotent ses parts de marché. Donc, il y a quand même un choc culturel à l'intérieur de l'entreprise. Parce qu'on parle d'une situation où, bon, on n'est pas très exigeant en termes de performance, puisque dans tous les cas, on aura toujours des clients puisqu'on est les seuls, tu vois, à un environnement maintenant extrêmement concurrentiel où il faut se battre, se rassurer que le produit est disponible à temps, ça veut dire gérer les arrêts à temps, gérer la production, et puis se rassurer qu'au niveau des coûts, on maîtrise vraiment parce que les marges s'amenuisent au fur et à mesure qu'il y a de la compétition sur les marchés, on veut baisser les prix, etc. etc. Donc, c'est pas passage public-privé, mais je crois que les problématiques sont vraiment les mêmes. C'est qu'il faut que dans le mindset, toute l'entreprise engage le cap du changement. Mais on va y arriver, je pense. Ok. Pour autre, à ce type de poste donc de management d'encadrement avec cette taille d'équipe sur ces sujets-là, ça demande bah forcément aussi beaucoup d'implication personnelle. Et qu'est-ce que ça donne pour toi en termes de temps de travail, en termes d'équilibre vie privée, vie pro, parce que tu es une maman. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet dessus ou pas de sujet? Alors, il y a un vrai sujet dessus. Il y a un vrai sujet dessus parce que j'ai mis du temps à comprendre que je ne pouvais pas tout réussir comme je voulais. Il faut, déjà au niveau du boulot, comme je l'ai dit, il fallait vraiment s'impliquer personnellement pour essayer de tirer les équipes, impulser le changement qu'il fallait. Ça implique de gros horaires de travail, grosse implication, parfois travailler même tard le soir de la maison, travailler le week-end. Et en même temps, j'ai trois enfants. J'en ai trois, mais quatre en fait, parce que j'en ai un qui est un peu comme le mien, qui est là. Et dans les quatre, il y en a trois qui ont moins de 5 ans et un qui est en cinquième. Donc, il faut suivre, se rassurer que les bonnes habitudes prennent très tôt, apprendre à travailler, passer du temps avec la famille, et puis il faut passer du temps aussi avec mon mari. Il faut pouvoir nous accorder du temps à nous. Et dans tout ça là,
j'ai des standards élevés, donc je veux que tout se passe bien, que je gère bien les enfants, je suis une bonne mère, je gère bien mon mari, je suis une bonne femme, je gère bien le travail, je suis un bon directeur et tout ça là. Et au bout de quelques mois, j'ai compris que, bon, en fait, c'est pas possible de tout réussir parfaitement. Il faut pouvoir faire des concessions, il faut pouvoir accepter que, bon, voilà, le tout, si niveau boulot, je vais focaliser sur les priorités et puis le reste, bon, ça va rouler comme ça va rouler parce que une journée n'a que 24 heures. Et dans ces 24 heures, il faut trouver le moyen de tout caser. Si le boulot prend 20 heures et que je dors 4 heures, ben, la famille est à zéro, c'est pas bon. Si la famille prend 10 heures, le boulot n'en a que 14, à un moment, les choses n'ont pas avancé. Donc, à tout moment, il faut pouvoir équilibrer, il faut pouvoir jouer l'équilibriste. Et la clé, vraiment, c'est de ne pas s'attendre à ce que tout soit parfait au même moment, partout. Il faut pouvoir rapidement identifier les priorités, très rapidement. Et bon, après, ce qui peut pas bien marcher, bah, ça marchera pas bien. On peut pas faire de magie. Donc, c'est un vrai sujet. Et je crois que c'est un sujet qui est propre aujourd'hui à toutes les femmes qui sont un peu dans ma position ou qui arrivent à un certain seuil de leur carrière, de savoir comment est-ce que je manage tout ça. Comment est-ce que je ne m'auto-flagelle pas parce que je me dis que, ah ben tiens, là, il a eu une mauvaise note à ce DS. C'est sûr que c'est parce que bah, j'étais pas là ou j'étais pas ceci, j'étais pas cela. Il faut pouvoir être indulgente envers soi-même, avoir des standards élevés, certes, mais comprendre que bah, tout peut pas être fait. Il faut savoir sur quoi on focalise et gérer. Donc, c'est un peu ça. J'ai la chance d'avoir un mari qui est très impliqué, surtout avec les enfants, ce qui me permet de respirer un peu sur ces aspects-là. Mais je ne sais pas comment j'aurais fait si je devais gérer ça sans une personne comme ça avec moi. Je ne sais pas. Ok. Merci pour la franchise sur le sujet. Maintenant, j'ai une question que j'aime beaucoup, mais que souvent les gens tournent un peu. Peut-on parler Ouais. salaire? Oh, oui, jusqu'à quel point? C'est On chacun peut qui en parler décide de façon... c'est chacun qui décide jusqu'à quel point il peut aller. Bon, le point, c'est par exemple, imaginons que tu as un jeune bac plus 5 Oui. et que tu commences en junior sur un poste de cadre dans les secteurs où tu as été, sur un poste du niveau de Mhm. son diplôme, hein, parce que bon, souvent les gens pensent que c'est parce qu'on a le diplôme qu'on va le salaire. Sur un poste qui correspond au niveau de diplôme, on peut, dans ton secteur, tourner autour de combien? Bon, très bonne question et je vais être le plus transparente possible parce que j'ai remarqué, j'ai fait le constat que beaucoup de personnes qui veulent rentrer s'installer au Cameroun, en général, abandonnent l'idée quand ils voient les salaires qui leur sont proposés. On a beaucoup de personnes qui ont fait des études à l'étranger, qui estiment que bah, parce qu'ils viennent de l'étranger, parce que ceci, ils doivent aspirer à tel niveau de salaire, totalement déconnectés des réalités locales. Donc, parce que je suis ingénieur diplômé d'une école en France ou aux États-Unis, je rentre et j'estime qu'en tant qu'ingénieur débutant, je dois avoir le salaire, allez, disons, d'un chef de département, voire même d'un directeur. Donc, il faut revenir sur terre. C'est vraiment le conseil que je donne à tous les jeunes ingénieurs. Il faut tenir compte du contexte local, des réalités du marché et ajuster ses ambitions et ses prétentions salariales en fonction de ça. Parce qu'il y en a beaucoup trop qui arrivent avec des prétentions salariales qui sont quand même assez folles, qui se rapprochent d'un directeur. Je veux la maison, je veux la voiture, je veux. Bon, on se dit, OK. À l'échelle du Cameroun, c'est pas très. Enfin, à l'échelle de l'Afrique même, parce que c'est pas juste un problème du Cameroun. Alors, pour un jeune ingénieur qui arrive, qui veut démarrer en industrie en tant que débutant, il faut qu'il s'attende à un salaire qui est à moins du million clair. Moi, j'ai commencé chez Alubassa à moins du million. J'ai pu Et tu avais monter de depuis l'expérience. lors. Oui, j'avais 3 ans d'expérience. Je suis en train de dire que moi, j'ai commencé à moins du million avec 3 années d'expérience professionnelle, mais c'est aussi parce que je faisais une sorte de switch, passer du conseil à l'industrie. Et je me rappelle qu'à l'époque, en 2013, j'avais beaucoup de connaissances ou d'amis à l'étranger qui me disaient, ouais, mais c'est quand même un peu bas, comment tu vas faire, etc. Est-ce que tu as la maison? Est-ce qu'on te donne la voiture? Est-ce que, bon. À l'époque, je voulais vraiment rentrer, donc j'avais accepté.
Et quand je suis arrivée sur place, je me suis rendu compte que bah, finalement, pour le niveau auquel j'étais, c'était pas mal du tout. Mais ceux qui étaient à l'étranger avaient une vision complètement autre. Ils se disaient non, mais non, pourquoi si je rentre, il faut que j'aie la maison, il faut qu'on me loge, il faut. Donc, il y a ce petit décalage-là entre la réalité et ce que les gens qui veulent rentrer attendent. Et c'est important de bien prendre le pas de la réalité avant de. Ce n'est même pas, je trouve que c'est même pas ça ne fait même pas sérieux de se retrouver devant un RH avec ce type d'ambition-là. Ça prouve qu'on n'a pas du tout fait ses recherches, on ne connaît pas le marché. Alors, la deuxième chose, c'est la trajectoire d'évolution du salaire. C'est pareil partout. Souvent, pour augmenter son salaire, il faut bouger. Il faut bouger. C'est ce qui m'a permis d'augmenter le mien. Parce que passant de Alubassa à Tradex, j'ai fait au moins plus 50-75%. Et passant de Tradex à Simancam sur la part fixe, j'ai fait le même bon. Bon, après, il y a des problématiques de bonus que je ne vais pas évoquer ici, mais sur l'aspect salarial, c'est un peu pareil partout. C'est la même réalité partout. Une fois qu'on est dans une boîte, avoir une évolution salariale importante, c'est difficile. On va rester sur des taux très conservateurs, 2%, 5%, 10% dans le meilleur des cas. Alors que quand on arrive à un certain niveau et qu'on veut franchir un palier, si on change, là, on est sûr de se faire du plus 20, plus 30% à minima. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les salaires? Et si on Bon, a, après, par exemple, plus de 10 ans d'expérience, pas forcément sur un poste de directeur, je précise, hein, mais plus de 10 ans d'expérience, qu'on a un peu bougé, on a vraiment évolué et qu'on est sur des postes, par exemple, de middle management, donc pas top management, mais middle management, donc des postes de manager, senior manager, etc. On peut tourner autour de combien avec 10 ans d'expérience? ça dépend des boîtes. Ça dépend des boîtes. Bon, moi, je vais m'apesantir sur les boîtes où j'ai été. Quand tu es middle management, donc chef de département, senior manager, chef service, non, ça compte pas. Je peux mettre chef Tu service peux aussi, mais comment? je sais que souvent chef Tu service, c'est peux. plus bas que chef Alors, département. ça peut aller de 1 million à 2,5 millions max. D'accord. Au-delà de ces fourchettes-là en middle management, on est vraiment très bien payé. On est vraiment Ok. très bien payé. Parce qu'en fait, quand on va au-delà, c'est qu'on commence à se rapprocher des postes de directeur. Maintenant, il y a toujours des exceptions parce que je sais qu'il y a des gens qui viendront dire oui, maintenant, tel, il est directeur, il a 5 millions, il a 6 millions et tout ça là. C'est très large, ça dépend des secteurs, mais on peut dire que voilà, une fourchette normale entre 1 million et 2,5 millions pour middle manager Quel manager. Et donc, au-delà de 2 millions 5, là, on commence à aller sur des postes plutôt de des top directeurs. management, de directeur C'est plutôt. ça. Voilà. OK. Voilà. Merci. C'était clair. Et de toute façon, s'il y a des gens qui veulent plus de détails, j'avais fait un podcast spécifique sur le salaire. Je disais, parlons salaire, où j'expliquais qu'en fait, il ne faut pas regarder que le salaire brut ou net qui arrive à fiche de paie. Il faut regarder en fait tout le package salarial avec tout ce que l'entreprise propose dans le package, les bonus, les actions, les avantages en nature, etc., etc., pour se faire une vraie idée d'un package global. En tout cas, merci, c'était très Exact. intéressant. On arrive presque à terme de ce podcast et donc j'avais quand même encore deux questions. Euh, j'ai une question qui est qu'est-ce que tu conseilles à des jeunes qui veulent une carrière comme la tienne? Et qu'est-ce que tu conseilles? Et après ça, qu'est-ce que tu conseilles à des personnes qui sont à l'étranger, qui veulent revenir, que ce soit au Cameroun ou un autre pays du continent? Parce que moi, je continue à dire qu'on est pas obligé de rentrer forcément chez soi. Le continent est vaste. Il y a plein d'autres pays qui sont hyper accueillants aussi. D'accord. Alors, je pense que pour quelqu'un qui veut progresser, il faut qu'il soit dans une logique d'amélioration continue perpétuelle. Donc, il faut être en permanence en train d'apprendre de nouvelles choses, en permanence en train de se challenger. Et il ne faut pas avoir l'esprit fermé, il faut l'avoir au maximum ouvert sur des déplacements latéraux même. Si on maîtrise déjà son cœur d'activité, c'est de voir, bon, qu'est-ce que le voisin il fait à côté, quand on reste perpétuellement en train d'essayer d'apprendre, de progresser, de s'améliorer, tôt ou tard, on commence à se poser les questions qu'il faut. Donc,
Je peux prendre mon cas, quand j'étais chez Tradex, au bout de 4 ans, j'ai commencé à me dire attention, ça devient assez récurrent. Enfin, ce sont des tâches récurrentes, ce sont des problématiques récurrentes. Est-ce que à moyen terme, ça ne va pas me porter préjudice d'être systématiquement sur les mêmes types de problématiques? Et c'est ça, en fait, qui m'a amené à m'ouvrir immédiatement à l'extérieur et à voir des opportunités où je n'en aurais pas forcément vu avant. Donc, il faut garder en tête que plus on cherche à apprendre, plus on sort de ses zones de confort, plus on a de chances d'évoluer et de monter. Donc, c'est le principal conseil. Pour ceux qui veulent rentrer en Afrique ou au Cameroun, je dirais il faut être pragmatique. Il faut se renseigner sur les environnements où on va, comprendre quel est le mode de vie, quelles sont les réalités en termes de finances. Il faut être réaliste. Beaucoup veulent rentrer en Afrique et continuer à avoir le même niveau de vie, le même mode de vie qu'en Europe. Donc, je veux rentrer au Cameroun, continuer à manger du saumon, continuer à, voilà, à prendre des yaourts importés, des choses comme ça. Là, non. Donc, il faut absolument prendre connaissance des réalités locales en termes de finances, en termes de mentalité, en termes de culture. Et si possible, il faut faire des bains réguliers. Donc, quand on envisage de rentrer au Cameroun, pendant la période qui précède le retour, il faut revenir régulièrement et pour autre chose que des congés. Parce que venir pour une semaine, 2 semaines de congés, ce n'est pas se frotter aux réalités. Il faut venir plus souvent, comprendre comment les gens réfléchissent, comprendre comment l'environnement fonctionne avant de se jeter à l'eau. Beaucoup ont fait l'erreur de rentrer d'un coup et j'en connais qui au bout un an et demi, 2 ans, ont fait demi-tour parce qu'ils n'ont pas réussi à se réadapter. Et c'est d'autant plus curieux qu'on parle de réadaptation dans son Et pays toi? d'origine où Mm. certains ont fait. Voilà, donc ça n'a pas de sens. Il faut maintenir ce lien-là. Il faut rentrer souvent, essayer de connaître le pays, connaître les réalités avant de dire qu'on revient s'installer. D'accord. OK. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de ce podcast et je dirais, c'est quoi ton mot de la fin? Bon, je sais que je n'ai pas pensé à un mot de la fin. Écoute, c'est une bonne initiative, super initiative. Je pense que c'est très enrichissant d'échanger avec des personnes qui sont dans différents pays, dans différentes configurations et de voir un peu leur réalité. 1 heure, ce n'est jamais assez suffisant pour parler de tout ce dont on voudrait parler et tout ça là. Donc, j'espère que tu continueras à creuser ces sujets-là sur les prochains invités, parce que je pense on a tous beaucoup à apprendre les uns des autres. Oui. En tout Voilà. cas, merci beaucoup. Oui, oui, on a tout ça à apprendre et je pense qu'il y a des sujets aussi que je vais creuser spécifiquement. Donc, par exemple, sur le retour au pays, je pense que je ferai un truc spécifique avec plusieurs personnes qui vont partager vraiment l'expérience du retour et pas forcément parler de leur carrière et tout, mais l'expérience du retour, comment ça s'est passé. Et je pense que moi-même, je ferai un jour aussi mon propre feedback sur le retour et comment c'est aussi Voilà. quand tu bouges de pays. Euh, donc voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup, c'était très intéressant. Et De rien. Merci à toi. encore merci et je te dis à bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ou visionné ce podcast. Je serais ravie si vous partagez, likez et commentez. Retrouvez-nous sur notre site www.ticook.com et sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les sujets que vous souhaiterez que je creuse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous et misez sur vous pour votre réussite.